Le réseau des chambres de métiers et de l'artisanat, artisans de la nouvelle économie, présente Sud Radio C'est ça la France, Nathalie Schrengerma. Bonjour à tous et bienvenue dans C'est ça la France, l'émission du savoir-faire français. Alors cette semaine, on vous raconte un changement de vie, comme beaucoup en rêvent sans oser sauter le pas. Pendant près de 30 ans, il a été la voix du basket en France avec ses commentaires passionnés sur Canal+, journaliste sportif, reconnu, installé dans une vie confortable. Et puis un jour, à la cinquantaine, il décide de tout quitter, changer de vie, tout recommencer, devenir entrepreneur dans un domaine qu'il ne connaît absolument pas, l'hôtellerie-restauration. Un pari fou, une aventure intense, parfois douloureuse, qui a bouleversé sa vie, celle de sa femme, ses filles. Une aventure qui a duré 4 ans. 4 années intenses. Et il raconte cette expérience dans ce livre, L'hôtel du bord de mer, du basket à l'hôtellerie. Le match de ma vie, aux éditions City. Alors aujourd'hui, on ne reçoit pas le journaliste sportif, mais l'entrepreneur. Sud Radio C'est ça la France. Bonjour David Cosette. Bonjour. Enchanté, merci d'être avec nous au micro de Sud Radio. Alors on aime raconter les aventures entrepreneuriales dans cette émission. Alors, vous, pendant 30 ans, comme je le disais, vous avez été journaliste sportif, une carrière solide, confortable. Ça a été un concours de circonstances pour vous et votre femme. Vous le racontez dans votre livre, ce qui a fait que vous êtes lancé dans l'hôtellerie, quoi. En fait, c'est que moi, je suivais les droits du basket qui étaient assez volatiles. Tous les 2 ans, ça changeait de chaîne. Et je me disais que l'âge avançant, il y aurait bien un jour où il y aura un directeur de chaîne qui va récupérer les droits du basket et qui va dire, écoute, ça fait 30 ans qu'on t'entend, je voudrais faire du 109 et tout ça, et j'ai pas besoin de toi. Et le jour où ce jour allait arriver, je me serais retrouvé sans rien. Et c'est comme ça que l'idée a germé d'avoir une affaire à nous. Ma femme qui a travaillé dans les médias comme moi, elle a travaillé pendant 20 ans à TF1, elle a quitté TF1. Et donc, on s'est dit, ayons une affaire à nous. Et pourquoi l'hôtellerie-restauration? Parce que chaque été, on passait nos étés chez un ami qui a un hôtel au Lavandou et qui lui-même, pour lui, c'était une reconversion parce qu'il était basketteur professionnel. Moi, j'ai commenté ses matchs quand j'étais à la télé. Et nos enfants ont grandi là-bas tous les étés. Et de le voir évoluer dans cet hôtel magnifique au bord de l'eau, recevoir tous ses copains, ça nous a donné envie, tout simplement. Ça vous a fait rêver. Et donc, vous vous lancez en quête d'un hôtel à acheter dans le sud de la France. Vous connaissez bien la région, vous y alliez en vacances. Il y a cet hôtel, l'hôtel Bord, qui vous charme tout de suite. Alors là, par contre, c'était le parcours du combattant pour l'avoir déjà, cet hôtel, pour en devenir le propriétaire. Donc c'est un établissement qui a une vue, je crois, directe sur le fort de Brégançon, c'est ça qui est sur... Ça donne à la fois sur Brégançon, sur Porquerolles, c'est au début de la presqu'île de Gien, et au bout de la terrasse où les gens déjeunent ou dînent, il y a 3 marches et on est dans l'eau, dans la mer. Voilà, donc vous êtes complètement charmé par le lieu. Et d'ailleurs, vous le racontez bien dans votre livre. Vous ne connaissez rien au monde de l'entrepreneuriat et vous aviez autour de vous quand même ces warnings, comme vous dites, bienveillants, pour vous faire prendre confiance qu'entre le rêve et la réalité, attention, il y a un gap. Mais vous étiez quand même très tenté d'y aller avec votre femme, de vous lancer dans cette aventure. C'est l'un de mes défauts, c'est que j'idéalise beaucoup les choses. Alors j'aime vivre des émotions et parfois j'ai tendance un peu à oublier d'être rationnel. Et effectivement, de savoir qu'on ne connaissait rien à l'hôtellerie-restauration, ce que d'ailleurs les banquiers m'ont rappelé très vite, parce que quand j'ai cherché un financement, on a vendu la maison qu'on avait. En fait, on a tout mis sur la table pour pouvoir avoir les fonds pour acheter cette société. Et tous les banquiers ont dit, mais parfois ça prenait 30 secondes, c'était... Ah mais vous n'êtes pas du HCR, hôtellerie, café, restauration, vous allez vous planter, donc on ne vous suit pas. Et les uns après les autres, ils nous ont dit non, jusqu'à ce que la 7e, nous dise allez ok, on tente le coup. C'est un milieu qui est très difficile, l'hôtellerie-restauration. Et c'est vrai qu'avec le recul, maintenant, je me dis que c'était complètement inconscient d'être parti là-dedans. Oui, puis je pense que les banques ont aussi malheureusement l'habitude de personnes qui ont envie d'avoir soit un restaurant, monter un restaurant parce qu'il y a ce plaisir de la convivialité, voir les amis. Voilà, et il y a eu effectivement aussi beaucoup d'échecs. Et parfois, elles sont aussi très frileuses, les banques. Donc, c'est pas simple de se lancer. Et d'ailleurs, vous le dites dans votre ouvrage, mais heureusement, vous étiez bien entouré. Parce que vraiment, vous avez eu l'aide de plusieurs personnes qui ont été très très précieuses, comme Dominique, cet ami banquier, qui vous a aidé à essayer de comprendre justement, à aller analyser ces tableaux de chiffres, à non plus finir. Votre père, Max, qui a été l'avocat d'affaires à la retraite, qui vous a aidé. Un ami spécialiste aussi de la finance, un expert en droit, un maître... Enfin, je veux dire...
Ce noyau-là, il a été très important pour vous, pour lancer l'entourage. Oui, sans eux, j'aurais déjà Dominique. Moi, quand les propriétaires, je leur ai demandé, parce que c'est ce qui se fait, les bilans des 3 dernières années pour savoir où en était l'entreprise. Ils me les ont envoyés, je les ai ouverts par curiosité. Je n'étais pas capable de comprendre une seule ligne. Tous les termes qui c'était pour moi des noms barbares, et donc je lui ai transmis, et c'est lui qui m'a dit ok, je comprends, voilà ce qu'ils ont gagné, voilà, etc. Et c'est lui après qui m'a dit David, il faut qu'on arrive à obtenir tel montant pour l'acquisition, parce qu'au-delà ça ne marchera pas, l'équation ne passera pas, etc. Et après, effectivement, mon papa, qui a été avocat fiscaliste toute sa carrière, qui est à la retraite, lui aussi m'a aidé dans l'accompagnement légal pour tout le process d'acquisition. Et après, mon papa donc a son ami qui est expert comptable, qui est spécialisé en plus dans l'hôtellerie-restauration, et qui m'a préparé des business plans à présenter aux banques. Et sans ces 3 personnes-là, en qui j'avais une confiance aveugle et sur lesquelles je me reposais complètement, parce que tout m'échappait entre guillemets. Mais j'avais cette inconscience-là, je me reposais sur eux, et moi je savais qu'après, là où je pouvais apporter un plus, c'était faire de la communication, ça je savais faire, avec mon réseau, etc. Et du management. J'espérais que mon expérience en management pouvait me permettre d'emmener une équipe avec moi, même si c'était pas mon milieu, l'hôtellerie-restauration. Et vous venez du sport, vous venez de le dire, et c'est vrai que quand on lit cet ouvrage, vous avez vraiment cette culture de la persévérance, quoi. C'est-à-dire que vous lâchez pas, même dans les moments difficiles, on continue, on avance. Et puis, je le disais juste avant, c'est une aventure familiale, ça le prouve, hein, votre papa, l'entourage familial, votre femme, vos filles, notamment la plus jeune, qui quitte son univers parisien pour se retrouver dans le sud de la France. Alors justement, l'impact sur la famille, ça aussi, c'est pas simple, hein, parce que il faut... alors, vous et votre femme, les choses sont claires, il y a cette envie d'aller là-bas, et puis la famille, elle suit. Au-delà de l'aventure entrepreneuriale, c'est une histoire de vie. Ouais. Et c'est sûr que j'aurais pu perdre ma femme qui, au bout de plusieurs difficultés, au bout d'un an ou 2, aurait pu me dire, écoute, là ton délire, j'en peux plus, je souffre trop au quotidien. On a quand même passé un paquet de nuits où on se réveillait au milieu de la nuit, impossible de se rendormir. Elle aurait pu partir. Ma fille, en plus, on l'a déracinée à 15 ans, elle pleurait tous les jours en allant à l'école. Oui, toute la cellule familiale aurait clairement pu exploser. Et au final, après avoir surmonté toutes ces difficultés, moi, le fait que ma femme m'ait suivi en me rappelant à chaque fois ne culpabilise pas, ne prends pas tout sur toi, c'est une décision qu'on a prise à 2, alors que moi, quand je voyais que ça n'allait peut-être pas se faire, j'étais vraiment au fond du seau, par responsabilité vis-à-vis de ma famille. Et ma femme a été extraordinaire dans cette aventure. Et mes filles, maintenant qu'elles ont vécu cette aventure, je pense qu'elles sont parées pour la vie. Oui, c'est fort probable quand on lit l'ouvrage. Et puis surtout, ça rappelle à quel point il faut vraiment être sur la même longueur d'onde, quoi. Parce que on vit les montagnes russes, quoi, dans l'entrepreneuriat. C'est-à-dire qu'il y a l'idée de départ qui est extraordinaire, cet hôtel qu'on arrive enfin à acheter en bord de mer. Mais après, il y a toute la restauration à mettre en place, l'hôtellerie. Enfin, il y a tout le travail à faire. Et en plus, comme moi je suis un peu le roi du timing, on a ouvert un mercredi et 3 jours après, c'était le confinement général dû au Covid au mois de mars 2020. Donc ça a rajouté encore un truc où là, quand on arrive à ça, on se dit, bon déjà ce qu'on vivait c'était pas commun, mais là on se dit on vit vraiment dans un film, quoi, complètement. Oui, mais ce qui est bien, c'est que vous expliquez, on a vraiment l'impression d'être avec vous, en fait, de faire partie de cette aventure, parce que vous évoquez tout, quoi. C'était aussi bien les choses positives que négatives. Donc il y a le Covid, certes, mais il y a aussi cette chaudière qui tombe en panne, je crois, la veille de l'ouverture. Voilà. Le premier soir où on a ouvert, les clients n'avaient pas d'eau chaude dans leur chambre. Ça commence bien. Oui, mais ça, avec le coup, ça fait sourire, parce que c'est des micro-anecdotes. Et après, sur le fond, les choses les plus difficiles, c'est quand le premier été, quand je découvrais tout, et que moi qui suis un anxieux, donc déjà, je me demande pourquoi j'ai pris en main cette aventure, parce que quand on est anxieux, c'est compliqué. Et donc perfectionniste, et que en fait j'ai compris que d'être chef d'entreprise, c'était quand même gérer des problèmes du matin au soir. Oui. Et au final, quand on veut que tout soit parfait et que ça ne le sera jamais, ça finit par vous miner. Moi, ça m'a miné. J'étais épuisé parce que je me levais le matin à 6h pour prendre les pâtisseries et le pain à la boulangerie pour les petits déjeuners. Je me couche à 1h du matin après avoir fait ma caisse, 7 jours sur 7, et à gérer, pardonnez-moi du terme, des emmerdes du matin au soir, au début où on découvre tout, on prend tout dans la figure. J'ai fini par
par littéralement péter en l'air le premier été, ouais. D'ailleurs, vous le racontez, vous avez eu des moments donc très difficiles jusqu'à une dépression. Vous êtes tombé en dépression quasiment. Oui, alors c'est un burn-out vraiment, Ouais. quoi, où je voulais continuer à aller à l'hôtel et autour de moi, mes managers me disaient mais non David, reste chez toi. Et je dis mais non, moi vis-à-vis des clients, je peux pas. Et jusqu'à ce que tout d'un coup, tant qu'on ne l'a pas vécu, on se dit moi quand même, le gars, ça va, il peut faire l'effort, il exagère. Mais il y a un matin, c'était physiquement impossible de me lever. Mais vous vous rappelez du moment à partir de quand vous avez vacillé complètement? Est-ce que ça a été l'accumulation de fatigue? Est-ce que c'était un moment particulier? Ça venait petit à petit. C'était le premier été et donc ça marchait fort parce que les gens sortaient du confinement, n'avaient qu'une envie, c'était de profiter au bord de l'eau. Il y a eu un engouement pour. Et le problème, c'est que nous, on avait qu'une moitié d'équipe parce qu'on n'avait pas pu recruter parce qu'il y avait le confinement, avec en plus que des équipiers assez juniors, on va dire, et qui n'avaient eux-mêmes pas eu le temps de se roder ensemble puisque tout le monde était confiné à la maison. Et ça vient petit à petit, la fatigue. Il y a des jours où on n'est vraiment pas bien, puis après le lendemain on se dit allez ça va, puis après ça revient de plus en plus, et puis après on commence à voir tout en noir, le moins de problèmes, ça devient insurmontable. Et des amis m'ont dit, mais après coup, c'est ça, en fait, on découvre tout après coup. Des amis après coup m'ont dit, David, cet été-là, tu nous as vraiment fait peur parce que il m'arrivait de rester assis sur une chaise sur la terrasse avec les yeux dans le vague pendant 10 minutes, quoi, sans bouger, avant même que je puisse plus me lever de mon lit. Et j'ai passé une semaine dans le noir. Et il y avait qu'avec un traitement médicamenteux que j'ai réussi à passer l'été, à ressortir de ça. Et une fois que l'activité est redescendue, et une fois que j'ai connu aussi tout ce qui n'allait pas et tout ça, après, je savais les gérer. Mais c'est de prendre tout au début, de ne rien comprendre, de ne pas pouvoir tout régler dans l'instant qui me minait. Et après, à la fin de l'été, ça s'est remis en place. Et après, les années suivantes ont été simple à gérer. La deuxième était plus simple. Et les deux dernières, quand j'avais réussi à construire mon équipe, là on reparle de l'entrepreneuriat, une équipe en qui j'avais confiance, et bien là, j'ai pu exercer mon métier de patron sereinement avec une équipe qui travaillait tous les jours. Et c'est un vrai bonheur. Déléguer, pouvoir commencer à déléguer, de pouvoir justement prendre un petit peu de recul. David Cosette, l'hôtel du bord de mer. On se quitte un court instant, puis on se retrouve dans quelques instants pour évoquer la suite de ces aventures, parce qu'il y a eu des moments de galère, mais il y a aussi des moments, comment dire, savoureux. À tout de suite. Sud Radio, c'est ça la France. Nous voilà de retour dans C'est ça la France, l'émission du savoir-faire français. Nous sommes en compagnie de David Cosette qui nous raconte à travers ce livre l'hôtel du bord de mer, du basket à l'hôtellerie, le match de ma vie. Justement, comment il a quitté le monde du basket pour se retrouver dans le monde de l'entrepreneuriat, un monde qu'il ne connaissait pas et qui est un monde dans lequel, une aventure dans laquelle il a embarqué toute sa famille. Dans ce livre, David Cosette, vraiment, vous nous racontez tout, c'est-à-dire comment est venue l'idée de l'achat du rachat de cet hôtel en bord de mer à Hyères, puis l'aventure, c'est-à-dire aussi bien relancer la restauration au moment du Covid, le pire moment, les difficultés que l'on rencontre quand on ne connaît pas encore le métier. Alors déjà, la difficulté de trouver une banque qui accepte de vous suivre dans l'aventure, puis après, il y a tout le quotidien. Et donc, il y a eu des moments très difficiles, on l'a évoqué juste avant cette courte pause, jusqu'à la dépression, le moment où vous avez vacillé. Ensuite, vous aviez sous-estimé peut-être aussi la charge de travail, la violence aussi du quotidien d'entrepreneur, on le disait, les montagnes russes. Et puis, petit à petit, tout s'est mis en place. Vous avez pu embaucher de nouvelles personnes avec votre femme, vous avez pu constituer une équipe beaucoup plus complète. Il y a eu des moments qui ont été très durs, mais il y a aussi eu des moments qui ont été, comment dire, particulièrement réjouissants, notamment... Merveilleux. Vous avez eu, mais alors, des rencontres improbables. Kelly Minogue qui arrive à l'hôtel, vos amis, Denis Brognard, donc toutes ces personnes qui sont très connues en France, notamment dans l'univers du sport, mais aussi des stars internationales qui sont arrivées dans cet hôtel. Donc ça a été des belles petites surprises au quotidien que vous n'auriez pas vécues en tant que présentateur des baskets. Bien sûr, alors Kylie Minogue, comme je veux pas trop spoiler le livre, je veux pas raconter toute l'histoire, mais l'histoire elle est quand même folle. Moi, j'aurais jamais imaginé dans ma vie rencontrer Kylie Minogue et d'avoir un échange avec elle. Mais c'est vraiment ce métier de l'hôtellerie-restauration, le plaisir, il est là. C'est qu'on reçoit les gens
comme si on recevait chez soi. Oui. Et de réussir à nouer des liens avec les gens qui étaient habitués pour que eux-mêmes se sentent chez eux. Et moi qui ai toujours fait un métier d'échange, même quand je commentais les matchs de basket, c'était vraiment ça qui m'intéressait. Alors oui, il y avait tous mes copains des médias ou du sport qui venaient, mais il y avait aussi des supporters de basket. Alors comme il y en a un peu partout en France, c'est rigolo parce que ma réceptionniste, elle se marrait parce qu'il y avait des gens qui disaient « Bon, alors on vient dîner tel soir, mais est-ce que David Cosette sera là ?» Et après, quand j'allais les voir, ils disaient « Nous, on est supporters de Cholet, on est supporters de Dijon, de Roanne, de tous les clubs de basket. » Et on pouvait discuter pendant 10 minutes, 15 minutes. Et c'était mon ancien univers qui revenait. Et je pouvais ainsi marier les deux. Et j'étais le plus heureux des hommes. Alors cette aventure, elle a duré 4 ans. Est-ce que finalement, vous étiez plutôt soulagé avec votre femme d'avoir pu aussi revendre cet hôtel qui avait été nettement upgradé entre-temps, hein. C'est-à-dire que vous en avez fait un lieu incontournable. Oui, on a fait c'est un peu aussi notre fierté d'entrepreneur finalement, parce que oui, on a donné de la valeur. On a fait plus 65% de chiffre d'affaires entre le moment où on l'a acheté et le moment où on l'a revendu. Et non, pour tout vous dire, c'est... Vous voulez que je vous dise, je regrette de l'avoir vendu. Si je l'ai vendu, c'est parce que le basket, entre-temps, est revenu à moi, qui est une plateforme qui a acheté tous les droits pour très longtemps, une plateforme qui s'appelle Squeak. Et donc, j'ai fait le choix en disant, bon, ben voilà, je vais recommenter des matchs de basket. Et puis, entre les matchs, je redescends au bord de ma piscine, dans la maison qu'on avait achetée à côté de l'hôtel. Et la vie sera formidable. Et le problème, c'est que 8 mois après, ils ont arrêté de payer tout le monde. La plateforme a fermé, mais moi, j'avais déjà revendu mon hôtel. Et je me suis retrouvé sans rien. C'est-à-dire que ce pourquoi j'ai acheté l'hôtel, de me dire un jour les droits ça va s'arrêter, il faut que j'ai quelque chose à moi, et ben je l'ai oublié, j'ai rendu parce qu'eux ils avaient signé pour 7 ans, je me dis 7 ans, ben voilà, ça va m'emmener jusqu'à 62 ans, donc voilà, je suis tranquille, mais ben voilà, 8 mois après tout s'est arrêté et je suis reparti à zéro, et c'est comme ça que je suis retourné dans la restauration, alors que je m'étais juré de ne jamais y retourner, parce que bon, au quotidien c'est quand même un peu dur le recrutement, le personnel, c'est quand même un peu éprouvant, et finalement je suis à nouveau restaurateur, mais cette fois-ci à Paris. Donc salarié dans le basket jusqu'à entrepreneur, à gérer votre propre hôtel restaurant. Vous dites qu'au final cette aventure vous a transformé, toutes les péripéties, ce que vous avez pu vivre. En quoi êtes-vous un homme différent aujourd'hui ? Je sais pas, après ça devient tellement cliché de dire Nietzsche, ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort, mais moi, pour moi c'est tellement vrai, quoi. J'aurais pu tout y laisser, ma santé, ma famille, ma vie, et là maintenant je suis quelqu'un qui n'a jamais eu confiance en lui. Ça peut sembler très bizarre en disant mais non, ça correspond pas au personnage qu'on connaît, mais si, moi intrinsèquement j'ai jamais eu confiance en moi, et cette expérience entrepreneuriale m'a vraiment donné une confiance en moi et une forme de sérénité. J'ai toujours voulu vivre plein de choses. Alors j'en ai vécu plein avec le basket, et d'être sorti de ce milieu-là et d'avoir vécu autre chose, d'avoir vécu des émotions fortes. C'est bête, mais moi, ça me rassure, alors que j'ai passé la barre des 50 ans, de me dire, j'ai fait le max de ce que je pouvais faire dans la vie. Et alors que on voit les années passer, je peux avoir une certaine forme de semi-sérénité, parce que pas tout à fait encore, parce que si jamais je retrouve un nouveau challenge, j'irai à fond. À nouveau. Dernière petite question. Beaucoup de gens rêvent de changer de vie. C'est même 2 questions en une, même s'il ne reste plus beaucoup de temps. Quel serait votre principal conseil ? Et notamment pour une personne qui a la cinquantaine. Parce que là, c'est ce qui est intéressant dans votre cas, c'est passer la cinquantaine, se lancer dans cette aventure-là. Ouais, je trouve ça assez terrible. On va pas dire ce racisme anti-vieux en France, mais 50 ans, c'est pas vieux. Je pense que pour plein de grandes boîtes, si. Ouais, pour plein de grandes boîtes, si. Et je pense pas, par exemple, aux États-Unis, qui est cette défiance vis-à-vis de gens qui ont 50 ans, qui justement connaissent la vie, savent comment ça fonctionne, et on n'a pas 50 ans aujourd'hui comme on avait 50 ans il y a peut-être un demi-siècle où on était effectivement plus physiquement vieux. Bon, bref. Après, s'il y a un seul mot, c'est la pugnacité, quoi. Si effectivement vous n'êtes pas courageux, vous n'êtes pas prêt à bosser comme un chien, passez votre route. Ouais, c'est pas. Et après, mais tout ça vient de la passion. Oui. Moi, je suis quelqu'un naturellement de passionné, et c'est la passion qui vous donne la force. Donc, si vous êtes vraiment passionné au plus haut point par le projet
et ben derrière, je pense que naturellement, vous aurez la pugnacité pour aller au bout. Mais attendez-vous quand même à morfler un petit peu sur le chemin. Mais ça donne encore plus de valeur quand vous y arrivez à la fin. C'est ce que j'allais dire, c'est un peu le sel de la vie, quoi. On se lance des challenges et voilà, il faut être passionné et persévérant. David Cosette, l'hôtel du bord de mer, que je vous invite vraiment à lire aux éditions City. Merci David d'avoir partagé avec nous votre témoignage et surtout ce parcours du basket, salarié dans des grandes chaînes de télévision, à l'entrepreneuriat. On va retrouver tout de suite Thibaut, notre French Trotter. Sud Radio, c'est ça la France, avec Thibaut, le French Trotter. Alors Thibaut, vous nous emmenez où aujourd'hui ? Nathalie, direction le Tarn, plus précisément Gaillac, entre Toulouse et Albi. Et qui dit Gaillac dit forcément vin. Et je me suis intéressé à ce vignoble, l'un des plus anciens de France, dont l'histoire raconte aussi celle du patrimoine de la région. Je me suis donc rendu à la maison des vins de Gaillac, installée dans une ancienne abbaye. J'y ai rencontré Olivier Yobrega de l'Institut français de la vigne et du vin. Il est ampélographe, on va découvrir ce que ça signifie. Et il m'a expliqué ce qui fait la singularité du vignoble gaillacois. Le vignoble de Gaillac, d'abord, c'est un vignoble très ancien. À l'échelle française, c'est un des vignobles reconnus comme ayant la culture de la vigne depuis le plus longtemps, et étant toujours en activité, avec quelques vignobles de la vallée du Rhône, parce que l'occupation romaine, très précocement, à partir du IIe siècle avant Jésus-Christ, a concerné une partie de l'Occitanie, et dont le vignoble de Gaillac. Et donc, il y a des traces attestées d'une présence de vignobles très ancienne à Gaillac. Alors, cette ancienneté, la richesse de ces cépages autochtones, ça fait vraiment particularité de Gaillac. On parle du Duras, du Brocol, du Prunelard, du Mozac, du Lendelel, de l'Ondinque et de quelques autres qui sont en cours d'expérimentation. On peut citer le Verdanel qui est expérimenté en appellation. Tout ça, ce sont des cépages vraiment identitaires, historiquement présents à Gaillac et qu'on retrouve pas ou très peu ailleurs. Donc ça fait partie de son identité. Et ensuite, la palette de ces terroirs, au moins 3 terroirs, mais qu'on peut encore subdiviser et qui fait énormément de styles de vin. Je crois que ce vignoble, il s'est aussi développé grâce à la viticulture des monastères au Moyen-Âge. Un des éléments fondateurs, ça a été la mise en place des abbayes à partir du moment, ou un peu avant, ou un peu après, du développement des pèlerinages vers Saint-Jacques-de-Compostelle. Un grand réseau d'abbayes, dont celle de Gaillac. La date officielle de fondation, c'est 972. Et c'est vrai que les moines, pour les besoins liturgiques, pour les besoins aussi d'accueil des pèlerins, ont planté des vignobles et ils ont été à la base du renouveau des vignobles partout en France à partir du Moyen-Âge. Et donc Gaillac, avec sa puissante abbaye bénédictine, abbaye Saint-Michel, ne fait pas exception et les moines ont travaillé et ont aussi probablement travaillé, même à peu près certainement, à la sélection des cépages locaux et au redéveloppement de ce vignoble. Vous êtes ampélographe ? Pour moi, vous êtes un peu un historien des cépages, c'est ça ? Ah oui, l'ampélographie, c'est la discipline qui s'intéresse à la connaissance de la grande diversité de la vigne cultivée, et sauvage aussi. Et donc, évidemment, on est à cheval entre les disciplines historiques, génétiques, entre l'agronomie, l'œnologie. L'ampélographie, ça concerne vraiment tout ce qui est inhérent au patrimoine des cépages, y compris leur patrimoine historique. Donc oui, on s'intéresse beaucoup à l'histoire des cépages. Ça permet de déterminer leur trajet, leur voyage, leur parenté, et par là même aussi, on étudie leurs caractéristiques en termes de production, d'agronomie et de potentiel œnologique. Oh là là, alors agronomie, histoire, œnologie, génétique, l'ampélographie, que je ne connaissais pas. C'est bien, on apprend des choses avec vous, Thibaut. Alors, c'est un métier, on a compris, qui était passionnant. Mais alors, au niveau de cette abbaye bénédictine, elle aussi, elle a été construite dans un lieu qui est quand même stratégique. Absolument. J'ai appris que les moines s'étaient installés à proximité d'une rivière, le Tarn, pour faciliter les échanges commerciaux. Et pour nous raconter cette histoire, on retrouve Caroline, la directrice de la maison des vins de Gaillac, justement installée au cœur de cette abbaye Saint-Michel. On est sur un bâtiment qui est très majestueux, en U, avec une partie qui donne sur le Tarn, qui permettait aux moines bénédictins de pouvoir commercer. En étant situé ici, il y avait aussi la représentation majestueuse du site et le côté prestigieux des vins. Et en étant situé si proche du Tarn, ça leur permettait de commercer et d'aller sur le Tarn pour descendre des barriques de vin, des vins du Coq à l'époque, jusqu'à Bordeaux et jusque sur les tables des rois d'Angleterre. Donc un endroit stratégique. Exactement, stratégique à 2 niveaux, parce que c'est le seul endroit d'où on peut naviguer le Tarn,
mais aussi où on peut l'atteindre par voie terrestre. C'est-à-dire que l'ensemble des denrées qui étaient commercées du Nord-Tarn partaient de Gaillac. Et donc le vin du Coq, c'est la marque sous Exactement. laquelle... Bah oui, c'est la marque sous laquelle les vins de Gaillac étaient commercialisés depuis le XIVe siècle et encore aujourd'hui. Merci Thibaut, on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures, toujours en gaillacois, je crois. Exactement. Une nouvelle balade. Et encore merci à David Cosette d'avoir été notre invité. Je rappelle votre livre, L'hôtel du bord de mer, du basket à l'hôtellerie. Le Merci à match vous. de ma vie aux éditions City. C'est ça, la France, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure et même radio. Et surtout d'ici là, portez-vous bien. Sud Radio, c'est ça la France, Nathalie Schrengerma. Avec les chambres de métiers de l'artisanat. Artisans, porteurs de projets, apprentis, nous vous accompagnons depuis 100 ans pour faire battre le cœur de la France.